Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 100 or Not dans lequel je te présente le jeu de pêche Deep Regrets. Dans le jeu Deep Regrets qui se joue de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo que je n'ai pas essayé, fait que je ne l'aborderai pas. Donc il se joue de 1 à 5 joueurs, les joueurs interprètent des pêcheurs particuliers qui s'en vont au large puis qui tentent d'aller de plus en plus loin, d'envoyer leur ligne de plus en plus profond dans le bleu de l'océan pour pêcher, ramener des poissons, les vendre, faire des trophées et faire des points de victoire à travers tout ça. Le jeu a une thématique Lovecraftienne, fait qu'on va rencontrer des poissons extrêmement étranges, on va développer des folies, on va devenir de plus en plus spécial, voir des créatures de plus en plus étranges, on va avoir l'option de manger des poissons ou les autres affaires qu'on trouve, et on va piger beaucoup de cartes regrets qui nous rappellent toutes les choses malfaisantes, étranges et non recommandables qu'on a fait dans sa vie. Et on va tenter de naviguer à travers tout ça sans devenir trop fou, mais en le devenant quand même assez pour profiter des bonus, et en allant chercher tous ces poissons-là pour faire un maximum de points de victoire. Fait que, comme d'habitude, je vais t'expliquer comment le jeu s'installe, comment il fonctionne. C'est un jeu principalement de push your luck, de prise d'action via des dés qu'on va placer pour entreprendre des actions. Fait que je vais t'expliquer comment ça fonctionne et je vais revenir à la fin et te dire ce que j'en ai pensé. Donc si on commence au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va se prendre un plateau de jeu de la couleur de son choix. Les plateaux sont réversibles, c'est juste thématique visuelle la différence. Les deux côtés sont identique en termes de jeu et chaque joueur va se prendre 3 dés à sa couleur également. Les 3 dés en début, on va les mettre dans la zone spent de notre plateau de jeu. On voit qu'il est divisé en 2 zones. On va le mettre dans la zone de droite. Les joueurs vont également avoir une canne de verre qu'on va garder sur ce côté-ci, elle est recto verso. On va le mettre de ce bas-ci pour commencer. Et on va garder un bateau, on va avoir un bateau de sauvetage, même principe, on commence sur ce côté-ci et non pas sur l'autre côté. Les joueurs vont avoir un petit jeton comme ça qui va déterminer l'argent qui est disponible. Ça va commencer sur le 0 sur leur plateau de jeu, fait que sur la petite piste du haut. Chaque joueur va avoir des aides-mémoires, il y a 2 cartes aide-mémoire qu'on peut garder, qu'on distribue à chacun des joueurs. Et finalement, on va distribuer le premier joueur au joueur qui a eu la journée la plus regrettable de sa vie. Évidemment, si on n'est pas capable de s'entendre, on peut trouver une autre méthode. Au niveau de la mise en place des plateaux communs, la première chose qu'on va avoir préparé, c'est le plateau de la mer en tant que tel. Mer qui a 3 étages de profondeur. D'abord, tous les joueurs vont placer leur bateau, dis-je, sur le premier étage, fait qu'il y a un endroit ici, fait qu'on voit ici que je suis en train d'installer une partie en 3 joueurs. Et ensuite, chaque couche de profondeur a un deck de 39 cartes. On va prendre ce deck-là, on va le séparer en 3 piles de 13 cartes, qu'on va brasser évidemment minutieusement. Et on va les placer 13 cartes sur chacune des cartes. Fait qu'on a 3 fois 13 cartes pour le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. Ça prend toutes les cartes du jeu, fait qu'il n'y a rien qu'on a besoin de remettre dans la boîte de jeu. Ensuite, on va avoir un deck de cochonneries qu'on peut trouver dans la mer quand on pêche puis qu'on est plutôt malchanceux puis qu'on réussit pas à ramener un poisson. On va avoir ce deck-là. On va le mettre complètement en haut à droite. Les autres plateaux qu'on va avoir préparés, on va avoir d'abord le plateau de folie, qui est ce plateau-là juste ici. La mise en place est plutôt simple. Chaque joueur va avoir un cube à sa couleur qui représente son état de paix mentale. Et on va aller placer ça sur la piste 0. Fait que sur la première ligne, au fur et à mesure qu'on va devenir de plus en plus fou, qu'on va accumuler des cartes de regret, ben ça c'est quelque chose qui va descendre et qui va modifier certaines petites règles du jeu. En début de partie, comme on a nos 3 cubes, un cube par joueur, ben non, on est prêt pour ça. L'autre plateau qu'on a préparé, c'est le plateau du port en tant que tel. Première chose qu'on va avoir besoin de préparer dans le plateau du port, c'est les cartes regrets. On a un gros deck de cartes regrets. On va prendre 10 cartes par joueur de ce deck-là, prises au hasard sans les regarder. Ça va donc me faire, dans mon cas à moi, un paquet de 30 cartes qu'on brasse et qu'on met juste ici à côté du port. En dessous du port,
il y a également 3 zones où on va aller placer d'autres cartes. Fait que j'ai ici mes cannes en tant que telles qu'on peut aller acheter en cours de partie pour modifier celles qu'on a au départ, qui n'a aucun pouvoir particulier. On a nos moulinets qu'on peut aller placer juste ici. Et on a un petit deck d'équipement qu'on va pouvoir aller acheter en cours de partie. On prend le soin évidemment de brasser tout ça. On va avoir placé le marqueur de tour de jeu. Si on veut jouer une partie normale, on va le mettre sur le lundi. Si on veut jouer une partie courte, environ 20 minutes par joueur, qu'on dit dans le livre de règles, j'en doute, on va aller le mettre sur le mardi. Dans mon cas, on va installer une partie normale, fait qu'on va le mettre sur le lundi. Les autres jetons qu'on a besoin d'avoir, on a notre bouée de sauvetage qu'on va garder pas loin, dont on a besoin. On a une pièce de pile ou face également qu'on va garder pas loin, qu'on peut avoir besoin pendant la partie. Et on a finalement un sac de dés dans lequel on va aller piger des dés pendant la partie. Quand tout ça est installé, on va être prêt à commencer notre partie. Maintenant, quel est le concept général du jeu avant de tomber dans les règles comme d'habitude? Ben, le jeu de Deep Regrets, le but c'est d'aller pêcher des poissons. Au fur et à mesure qu'on va lancer notre canne et tenter de ramener des poissons, on va éventuellement pêcher des poissons qui vont avoir des valeurs de pêche et qui vont valoir des points de victoire en fin de partie. Ces poissons-là, on va pouvoir plus tard les revendre pour avoir cette valeur-là en argent plutôt qu'en point de victoire ou les garder dans sa main. Plusieurs poissons vont avoir des pouvoirs particuliers, dépendamment du poisson, des circonstances, etc. De temps en temps, on va avoir l'occasion de revenir en ville et on va pouvoir accrocher nos poissons pour en faire des trophées. En fin de partie, celui qui va avoir le plus de points en comptant ce qu'il a accroché pendant la partie et ce qui lui reste en main va l'emporter tout simplement. On n'est jamais tout à fait sûr de ce qu'on va piger, de ce qu'on va pêcher, dis-je. Fait que c'est également un jeu où il y a une bonne part de chance. Ça représente quand même un peu la thématique. Maintenant, quelle est la structure du tour de jeu? On va toujours suivre ces 4 phases-là à chacun des tours de jeu. Fait qu'on a toujours une phase de départ où on a un certain entretien à faire, il peut y avoir des petits pouvoirs qui se déclenchent, des trucs comme ça, et notre ligne va revenir vers la surface tranquillement. On va avoir une phase de rafraîchissement où on va lancer nos dés qui sont juste ici. Ça va déterminer notre force de pêche en quelque sorte pour le tour. Ça va également déterminer qui va avoir ce jeton-là. On va avoir une phase de déclaration où on va annoncer nos intentions pour le tour. Et finalement, on va avoir une phase d'action où les joueurs vont jouer à tour de rôle, entreprendre diverses actions, soit en mer, soit au port, dépendamment de ce qu'ils ont choisi pendant la phase de déclaration. Quand le tour de jeu est fini, on a un petit entretien à faire en fin de tour. Ensuite, on avance le marqueur de tour de jeu et on continue jusqu'à la fin des 6 tours de jeu. Après 6 tours de jeu, celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Donc, commençons avec la phase de départ, phase 1. La seule chose qu'on a à faire, les deux seules choses qu'on a à faire, dis-je, dans cette phase, c'est 1, d'avancer le marqueur de tour de jeu. Et à certaines journées dans la semaine, on va atteindre certains bonus ou certains effets qui vont se manifester naturellement. Fait que le mercredi puis le vendredi, si les joueurs ont leur carte Can of Worms tournée, ben le mercredi ou le vendredi, dans la phase de début de tour de jeu, la carte va revenir naturellement dans un état où on va aller la réutiliser de nouveau. Quand il est sur ce côté-là, on ne peut pas l'utiliser. Fait que ça, il y a ça dans le Start of Phase. Le jeudi, Thursday, chaque joueur va gagner 3$. Quand on gagne de l'argent, ben, sur son plateau personnel, on a juste à avancer notre marqueur comme ça pour 3$. Pourquoi on gagne jeudi? Parce qu'évidemment, jeudi, c'est jour de paye. C'est pour ça qu'on gagne de l'argent le jeudi. Et finalement, le samedi, ben, chaque joueur va gagner gratuitement un dé. Les dés viennent dans différentes couleurs. Il y a des dés verts, des dés bleus, des dés jaunes. Fait que chaque joueur, le jeudi, va gagner un dé jaune qui va se rajouter à sa zone spent sur son plateau personnel. Fait que le mercredi, vendredi, on récupère notre carte Can of Worms. Le jeudi, 3$. Le samedi, on gagne un dé jaune. Fait que ça, c'est pour la première partie de la phase Start. Deuxième partie de la phase Start va dépendre des joueurs qui sont placés où présentement en mer. Si le joueur présentement, son bateau est pas dans la première zone, mais dans n'importe quelle des deux autres zones, à chaque phase Start, on va remonter, fait que reel in, on va remonter d'une zone vers la surface avec chacun des bateaux. On ne peut pas rien défausser ou dépenser pour rester plus en profondeur si on souhaiterait l'être. Fait que automatiquement, chaque phase de départ, on revient d'une coche vers la surface. Deuxième phase de jeu, on arrive dans la Refresh Phase. Refresh Phase, ce qu'on va faire, c'est que chaque joueur va prendre tous ses dés qui sont dans sa Spent Zone. Fait qu'il y a toujours 3 dés qui lui appartiennent de sa couleur. Puis il peut y avoir certains dés qui sont gagnés par d'autres moyens. On a déjà vu par exemple que le samedi, on gagne automatiquement un dé jaune.
et on va les lancer. Ensuite, après avoir regardé les résultats, chaque joueur va prendre un certain nombre de dés et les placer dans sa zone fresh. Comment on sait combien de dés? Bien, ça dépend de notre état de santé mentale actuel. On va regarder on est où sur la piste de folie présentement et on voit qu'il y a une valeur, un nombre maximum de dés qu'on peut avoir. Fait que plus on est fou, si j'étais par exemple ici, bien, je pourrais avoir jusqu'à 5 dés dans ma zone, mais comme je suis encore au début, je peux en garder seulement 4. Fait que parmi les dés que j'ai brassés, je vais en choisir 4. Et le ou les dés que je ne choisis pas, je les renvoie dans ma spent phase. Ensuite, les joueurs vont faire un décompte de la valeur totale de dés qu'ils ont. 2, 3, 4, 5, 6. Le joueur qui en a le plus va donner ce jeton-là à un joueur de son choix. Dans une partie à 3 joueurs, je le donne donc à un de mes 2 adversaires, si c'est moi qui en ai le plus, évidemment. Et ce jeton-là pourra être utilisé plus tard dans la phase d'action pour aller chercher un bonus. Fait que le joueur qui a la plus haute valeur, pas le plus grand nombre de dés, mais la plus haute valeur totale, va donner ce jeton-là à un joueur de son choix. Troisième phase, on a notre phase de déclaration. La phase de déclaration est en 2 parties. Première partie, les joueurs vont annoncer qu'est-ce qu'ils vont faire pour le tour de jeu. Ça indique, grosso modo, est-ce qu'ils vont aller au port ou ils vont aller en mer. Si on va au port, c'est qu'on va vouloir vendre des poissons, accrocher ses poissons sur son mur, acheter du nouvel équipement ou acheter des dés pour avoir des prochains tours plus efficaces. Si on veut aller en mer, évidemment, c'est parce qu'on veut pêcher. Si un joueur se trouve au moment de la phase de déclaration, si un joueur se trouve présentement au port, il n'a pas le choix d'annoncer qu'il retourne en mer. Et là, les joueurs vont faire ça dans l'ordre de tour de jeu. Fait que si je suis premier joueur, je suis là, ben, je pourrais dire, ben moi je reste en mer. Le deuxième joueur, disons le joueur bleu foncé, vu qu'il est déjà un petit peu plus profond, il dit, ben moi aussi je reste en mer. Troisième joueur, le rouge, il dit, ben moi je m'en vais en ville. Fait que ça, c'est la première partie de la phase de déclaration. Deuxième partie de la phase de déclaration, c'est si les joueurs ont commencé à acheter des moulinets ou des cannes, ben, ils vont avoir à choisir laquelle ils vont avoir pour le tour. Disons que précédemment, dans des tours précédents, j'ai acheté ces 2 cartes-là. Chaque carte vient avec un pouvoir. Grosso modo, les cannes, c'est des pouvoirs passifs. Les moulinets, c'est une fois par tour de jeu. Les supplies, c'est des choses que tu défausses pour gagner certains bonus. Mais je vais avoir dans ma phase de déclaration à annoncer lequel de mes moulinets ou laquelle de mes cannes je vais utiliser. J'ai un endroit sur mon plateau de jeu pour l'indiquer. Fait qu'une fois que j'ai dit ça à tous les joueurs, moi je peux prendre le Reel of the Infinite. J'ai un endroit où je peux aller le placer. Si plus tard j'ai une ou plusieurs cannes, je fais la même chose. Tiens, Wheel of the Infinite, Rod of the Infinite, ça doit faire un bon combo. Et les cartes que je n'utilise pas, je les garde tout simplement dans ma main. Je pourrai les utiliser au prochain tour. Quand tous les joueurs ont annoncé qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils utilisent comme objet, la phase de déclaration est terminée. Quatrième et dernière phase, c'est la phase d'action. Fait que la phase d'action va dépendre, les actions que tu vas pouvoir prendre vont dépendre si tu es au port ou en mer. D'une façon ou d'une autre, la structure est toujours la même. Le premier joueur, évidemment, va prendre une action, le joueur suivant prend une autre, puis on continue comme ça, jusqu'à temps qu'on soit obligé de passer, parce qu'on n'a plus de dés à dépenser pour prendre nos actions. Quand tous les joueurs ont passé, ne font plus d'action, là, la phase d'action est terminée. Fait qu'on va déterminer, on va expliquer les 2 phases, les 2 zones, dis-je, l'une à la suite de l'autre. Je vais commencer par la phase de port. Je précise, juste pour être clair, on ne fait pas les 2 phases séparément, les 2 zones séparément. Fait que dans ce cas-ci, comme je suis le joueur bleu, je ferai une action en mer, le deuxième joueur, l'autre joueur bleu ferait une action en mer, le troisième joueur fait une action au port, ça revient moi, je fais une action en mer, action au port, ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait passé. Donc, si on commence par les actions de port, les actions de port, on va les prendre pour aller s'améliorer pour des tours futurs. Fait qu'on essaie techniquement d'aller au port pas trop souvent parce qu'on va pouvoir dépenser notre argent, acheter du matériel, etc. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut, comme je l'ai dit, dépenser son argent. On peut aller à 4 endroits. Chaque endroit est une action différente. Et je n'ai pas besoin de dépenser de dés pour aller au port. Donc, qu'est-ce qui se passe pour aller au port? Premièrement, on a des actions spécifiques qui vont se déclencher à chaque fois qu'on arrive au port. Fait qu'à chaque fois que dans notre phase de déclaration, on dit « moi, je m'en vais au port », quand je vais commencer mon tour de jeu, quand je vais commencer ma phase d'action, on va commencer par faire tout ça. Ce qui est écrit juste ici. Fait que si ma carte Can of Worms est présentement épuisée, on va la rafraîchir. Ça, c'est en plus des rafraîchissements gratuits qu'on peut avoir le mercredi et le vendredi. Deuxièmement, je peux faire une action de Refresh Any Dice
supplémentaires. Ça veut dire que quand j'arrive au port, comme j'ai pas besoin de mes dés, on se rappelle que dans mon action, dans ma phase refresh, j'ai roulé ces dés-là, je pourrais décider, ben tiens, je vais refresher encore ces 2 dés-là, des fois que j'obtiens des résultats plus hauts. Je suis content, j'obtiens des résultats plus hauts. Fait qu'au prochain tour, quand je vais faire ma phase refresh, dans la phase refresh, on peut toujours relancer des dés qui sont déjà dans la zone fresh si on préfère. Fait que dans ma phase refresh, je pourrais dire au prochain tour, lancer juste ces 2 dés-là. Fait que le fait de prendre un tour au port, ça m'a permis d'améliorer mes dés pour le tour suivant également. Fait que ça se fait gratuitement. Fait qu'on a une phase supplémentaire de refresh, en quelque sorte, quand on arrive au port. Ensuite, de façon optionnelle, si on a commencé à ramasser quelques cartes regrets, quand on arrive au port, on peut les défausser. Fait qu'on a une zone ici pour la défausse, pour les cartes regrets, qu'on va défausser face cachée. Nos cartes regrets, je vais y revenir sur le détail plus tard, comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est gratuit quand on arrive au port. Ensuite, pour une action, on peut visiter chacun des lieux en alternance. Fait que je pourrais visiter le Rod, quand ça revient à moi le Reel, quand ça revient à moi Supply, quand ça revient à moi Dice, ainsi de suite, tant qu'il me reste de l'argent. Les zones d'achat, la façon dont ça fonctionne, c'est écrit juste ici combien je dois dépenser puis qu'est-ce que je vais gagner. Fait que les dés, je peux acheter 1, 2 ou 3 dés pour le coût de 1, 3 ou 5 $. Quand je les achète, je les pige au hasard dans le sac et je les mets dans ma zone spent et dans ma prochaine zone de refresh, mais je pourrais essayer de les rouler pour aller chercher des bons résultats. Les cartes Rod et Reel fonctionnent exactement de la même façon. Fait que je peux payer 1, 3 ou 5 $. Qu'est-ce que je vais chercher? Ben, à 1 $, je vais chercher une carte. Je pige la première du deck, je la gagne. À 3 $, j'en pige 3, j'en garde une. À 5 $, j'en pige 5, j'en garde 2. Même chose pour les Reel. Je l'ai déjà dit. Les cannes vont me donner des bonus passifs. Certains poissons vont être plus faciles à pêcher. Je vais pouvoir aller plus profond plus facilement, des trucs comme ça. Les moulinets vont me donner des bonus que je vais pouvoir activer généralement une fois par tour de jeu. Fait que ça va généralement commencer par once per day. Pas mal toutes les Reel. Pas toujours, mais la plupart fonctionnent comme ça. Et les supplies sont des cartes que je peux défausser pour aller chercher divers bonus. Fait qu'ils commencent tous avec l'icône de défausse. Les supplies, par contre, je peux en acheter un petit peu plus. Fait que je peux payer 1, 3, 5 $ aussi. Mais lui, de la façon qu'il fonctionne, 1 $, je pige une carte, je la garde. 3 $, je pige 3 cartes, j'en garde 2. 5 $, je pige 5 cartes, j'en garde 3. Maintenant qu'on a vu comment je peux dépenser mon argent, mais comment je fais pour en faire quand je suis au port, si j'ai des cartes poissons dans les mains, fait que des cartes poissons que j'ai pêchées précédemment, on va voir plus tard comment on fait pour les pêcher, on va voir que les cartes ont une valeur en haut à gauche. Fait que pour une action, je peux vendre autant de cartes que je veux de ma main, additionner leur valeur monétaire et me rajouter ça en argent. Fait que si par exemple je disais, tu sais, lui, je peux vouloir le garder pour X, Y, Z raison, disons je veux vendre ces deux-là, ben je vais tout simplement défausser les poissons. Fait que lui, je le défausserai vis-à-vis la ligne 2, vis-à-vis la ligne 1, et ensuite je vais additionner leur valeur et me rajouter ça à ma réserve. J'aurai donc 9 $. Fait que quand ça va revenir à moi, ben là, je pourrais prendre une action pour aller dans l'un des magasins et acheter différentes choses. Pour terminer l'action de vendre des poissons, je vais y rentrer dans le détail plus tard en parlant plus spécifiquement. Mais pour l'instant, je veux juste dire qu'il y a 2 types de poissons. Il y a les fowl, qui sont verts, écrits en vert avec une ligne verte et qui ont ce petit icône-là. Et il y a les fair, qui sont des poissons normaux, qui sont écrits plus en bleu, avec une ligne bleue autour, qui n'ont pas l'icône. À chaque fois que je vends un poisson fowl, peu importe le nombre que je vends, je vais gagner une carte par poisson fowl que je vends. Fait que dans ce cas-ci, je gagnerais une carte regret. Si je vendais par exemple ceci, mais j'en gagnerais 2 en plus de faire juste 10 $ parce que je peux pas avoir plus que 10 $ d'un coup. Je précise qu'on ne peut jamais visiter le même magasin 2 fois. Fait que je pourrais pas, par exemple, acheter un rod pour 1 $, revenir quand ça revient à moi, retourner au même magasin et en acheter un deuxième pour 1 $, puis continuer comme ça. Fait que chaque magasin se visite juste une fois par phase par jour en fait. Je peux également, à cette phase-là, accrocher des poissons pour en faire des beaux trophées dans ma zone personnelle. Quand je veux faire ça, disons que mon beau poisson à 6, plutôt que de le vendre, je voudrais l'accrocher, ben je vais tout simplement le mettre soit comme trophée, soit comme ma plus belle prise à vie. C'est moi qui vais décider. On voit qu'il y a un multiplicateur en dessous. Fait que si je le mets comme trophée ici, celui-là, je peux tout simplement le glisser en dessous de mon plateau pour qu'on ait juste la valeur qui dépasse. Le reste de la carte n'a plus d'importance.
Mais ce que ça va faire, c'est qu'en fin de partie, on a déjà compris le principe, au lieu de me valoir 6 points, il va m'en valoir 12, ou si j'en le mets dans le milieu, au lieu de m'en valoir 6, il m'en vaudrait 18 pour la fin de la partie. Je peux en accrocher autant que je veux dans une seule action, mais je ne pourrai jamais le changer. Fait que si je décide de mettre mon 6 là, il est barré pour la partie, il n'y a aucun effet dans le jeu qui permet d'enlever ces poissons-là puis d'en rajouter. Peut-être certaines cartes pouvoir, mais j'en ai pas vu encore dans les parties que j'ai jouées. Finalement, quand on est au port, si on possède ce jeton-là, on peut prendre n'importe quelle action de port en dépensant ce jeton-là pour avoir un rabais de 2. Fait que je pourrais, par exemple, je vais m'acheter 3D. J'ai ce jeton-là parce que le joueur qui avait la valeur la plus haute me l'a donné dans la phase de refresh. Je dépense ce jeton-là et ça me coûte 3$ au lieu de m'en coûter 5. Également, ces petites cartes-là qu'on peut ramasser en pêchant parfois, des fois, on va avoir ce petit icône-là qui indique que je peux défausser ces cartes-là pour me donner des rabais au port. Et des fois, ça peut être des rabais d'1$, de 2$, de 3$, ainsi de suite. Fait que ces cartes-là se dépensent gratuitement si on a des cartes qui peuvent être utilisées au port. Pour les joueurs qui sont en mer, leur phase d'action fonctionne un petit peu différemment. À chaque fois que ça revient à leur tour de jeu, ils vont pouvoir essayer de pêcher dans la ligne sur laquelle ils se trouvent. S'ils veulent changer de ligne, ça c'est une action gratuite qui coûte 1 dé. Fait que s'ils veulent changer de ligne, ils vont tout simplement prendre un de leurs dés, le tasser, l'envoyer dans la zone spend, peu importe la valeur du dé, et ils vont pouvoir s'en aller d'une profondeur. On ne peut jamais remonter via les dés. On va remonter naturellement dans chaque phase de début de tour de jeu. Si je dépense un dé supplémentaire, mais je pourrais aller cette fois-ci dans la zone la plus profonde. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos actions? On peut pêcher, évidemment. Donc, si je veux pêcher, je vais désigner l'une des 3 zones, que la première carte soit visible ou non n'a aucune importance, et je vais dire je pêche ici. Au moment où on fait ça, on va tourner la carte, et la carte va avoir différentes informations. Premièrement, il va avoir sa valeur de difficulté pour être capable de ramener ce poisson-là. Ici, on voit, j'ai un Tiger Shark. On voit qu'il est énorme. Il a différentes caractéristiques. J'ai une valeur en termes de points de victoire et une valeur en termes de vente en termes monétaires. Fait que si je réussis à pêcher ce poisson-là, plus tard, quand je vais aller en ville, je vais pouvoir le vendre pour 5$ ou le garder pour 5 points de victoire en fin de game. Chaque carte me donne une idée de la taille du poisson qu'il y a derrière. On voit ici, j'ai une espèce d'ombre qui passe de bord à bord de la carte. Je le sais donc que c'est un grand poisson. Celui-là, par exemple, ici, ça serait un poisson moyen. Il y a une grande ombre, mais elle ne dépasse pas des côtés de la carte. Et celui-là, ici, c'est un petit poisson. On voit qu'il y a une toute petite ombre. Fait que, évidemment, plus le poisson est gros, plus la récompense peut être intéressante, mais plus il va être difficile à pêcher. On a d'ailleurs, sur une de nos cartes d'aide-mémoire, les valeurs approximatives des cartes. Fait que si je suis au premier étage, j'ai vu que c'est un large, je me doute qu'il est quelque part entre 2 et 4. Sa difficulté de pêche, en effet, c'est 3. Une fois qu'il est révélé, s'il y a une icône ici de révélation, on va appliquer son effet immédiatement. Par exemple, si j'avais révélé plutôt cette carte-là, l'œil m'indique que je dois immédiatement activer, dis-je, cet effet qui peut être négatif, positif ou neutre, qui peut m'affecter moi ou tous les autres joueurs. Fait qu'ici, ça me dit « If you don't catch Scrat, give it to the player on your right ». Fait que lui, je vais essayer de l'attraper. Si je ne l'attrape pas, je vais le donner au joueur à ma droite. Fait que pas une difficulté de 3, mais si je ne le fais pas, je viens de donner 3 points, 3$ au joueur à ma droite. Autre information que je vais avoir aussi, c'est le type de poisson que c'est. Il y a des poissons ici qui sont fair, il y a des poissons qui sont foul. Les poissons qui sont fair sont écrits en espèce de bleu, les foul en vert, et le vert, il y a une petite ligne verte qui fait le tour également, aussi comme ça, pour montrer que c'est une espèce de poisson corrompu. Fait que ça, c'est les informations qu'on va avoir sur les types de poissons. Maintenant, comment ça marche si je vais essayer de le pêcher? Quand je veux le pêcher, je l'ai dit, je le révèle, je vois qu'il y a une valeur de 3. Je dois donc dépenser un total de 3 points pour être capable de le pêcher. Fait que je pourrais dépenser 2 dés à 2. Je pourrais dépenser, évidemment, vu que j'ai un dé à 3, mais je pourrais juste le dépenser et activer immédiatement son effet pour pouvoir gagner la carte. Si le poisson a un petit icône comme ça d'hameçon, ça indique qu'il y a un effet qui se déclenche si j'attrape le poisson. Fait que lui, ça me dit « Discard one small fish ». Fait que je vais regarder dans ma main présentement, est-ce que j'ai un poisson qui est petit? J'en ai pas. J'ai 2 mid-lignes au moment où je le pige. Donc, je ne défausserai pas rien grâce à cet effet-là. Si par contre, j'avais eu un petit poisson, je sais pas si je peux en trouver un rapidement. Si j'avais eu ça dans ma main
Au moment, lui, c'est un small. Si j'ai ça dans ma main au moment où je pige lui, je vais être obligé de défausser lui. Fait que je l'enverrai sur le côté du plateau, mais je me ramasserai avec un gros requin de pêcher. Je serai très heureux. Fait que ça, c'est pour l'action de pêche. Évidemment, on s'en doutera avec l'action de pêche, plus on va profondément, plus on va avoir des poissons qui ont des grandes valeurs. Fait que si j'avais dépensé 2 dés précédemment pour essayer d'aller piger là, d'aller pêcher là, dis-je, et je décide de pêcher à un endroit, on voit qu'on va avoir des affaires de plus en plus étranges. Des fois, on peut avoir des trésors, on peut avoir des scaphandres, on peut avoir un paquet de cossins qu'on va trouver. Je vais vous laisser découvrir les cartes. Mais le principe est toujours le même. Œil, au moment où je le révèle, j'active son effet. Hameçon, un effet qui se déclenche si jamais je pêche le 10 poissons, ou dans ce cas-ci, l'humain, qui traînait dans le fond de la mer. Et il y a des petites mâchoires ici qui indiquent qu'une fois que j'ai cette carte-là dans mes mains, je peux manger ce poisson-là pour déclencher un effet quelconque. Ici, par exemple, mon requin, je pourrais le manger, fait que je défausse la carte pour déclencher cet effet-là. Je reviendrai sur les icônes. Dernière chose que je dois dire sur la pêche avant de passer aux autres règles du jeu, si je décide je dis je pêche ici par exemple, ici, et ici, là, il y a un effet qui dit catch automatically, mauvais exemple, je vais en piger un autre. Disons, si je tombe sur le Hollow Earth Infant, on voit qu'il y a une grande valeur de pêche, très difficile. J'ai évidemment pas cette valeur-là. Il y a quelque chose qui se passe ici qui se déclenche au moment où on le révèle. Il va y avoir quelque chose qui va se déclencher quand on va le pêcher, mais je suis pas capable de le pêcher. Qu'est-ce qui se passe? On fait juste le remettre sur le dessus de sa pile. Tout simplement, les autres joueurs savent maintenant qu'il y a ça là. Fait qu'ils pourraient essayer de venir le pêcher. Si je fais ça, à la place, je vais gagner une petite carte comme ça. Fait qu'on ramasse toujours quelque chose quand on va pêcher. Si on réussit pas à ramasser un poisson ou une espèce de créature étrange, au moins on va ramasser une espèce de cochonnerie qui va pouvoir être utilisée plus tard. J'ai le droit aussi de le faire volontairement. Fait que je pourrais dire, le Darfish, il y a une valeur de 5, je suis capable de le faire, mais je ne veux pas le faire. Fait que je le remets là, puis à la place, je gagne une carte comme ça. Même principe. Comme ça me permet de garder mes dés pour pouvoir faire d'autres choses quand ça va revenir à moi de jouer. Là, il y a beaucoup d'icônes qui vont revenir sur les cartes de poissons, que ce soit au moment où on les révèle, au moment où on les pêche ou au moment où on les mange. Fait que je vais couvrir 2-3 icônes, selon moi, les plus importantes du jeu. Premièrement, il y a cette icône-là, l'icône d'encre. Fait que quand je gagne cette icône-là, ça indique que je pige des cartes, puis il y a certaines cartes qui vont faire l'effet contraire, celui-là par exemple, qui va me dire un petit encre qui est barré, ça m'indique que je défausse des cartes. Quand on pige des cartes encre, ce sont les fameuses cartes regret du jeu. Fait qu'on a vu que le Hollow Earth Infant, il disait, moi je pige 3 cartes comme ça, tous les autres joueurs en pigent une. Fait que je pigerai 3 cartes comme ça. Et les autres joueurs vont en piger une que je donne à chacun des autres joueurs, comme ça, ici. Ces cartes-là vont avoir des valeurs allant de 0 à 3. Les cartes Regrets vont avoir des valeurs donc allant de 0 à 3. Mais on a enlevé un grand nombre de cartes en début de partie. Fait que je ne sais pas si dans mon deck de 30, il y a beaucoup de 3, s'il n'y en a pas beaucoup, s'il y a beaucoup de 0, s'il n'y en a pas beaucoup. L'idée étant que celui qui va avoir la plus grande valeur totale en fin de partie va avoir une pénalité. Fait que là, je viens de me ramasser une valeur de 5 que je rajoute à ma main. Les cartes Regrets sont intimement reliées avec le plateau Madness. Fait que le plateau Madness, comment il fonctionne, c'est extrêmement simple. À chaque fois qu'on va gagner ou perdre des cartes Madness, des cartes Regret, dis-je, on va aller vérifier si on change d'endroit sur ce plateau-là. Moi, j'en avais pas, je viens d'en gagner 3, je vais donc passer ici. Si j'en gagne une plus tard, mais on voit, je vais passer ici jusqu'à temps que j'en ai 7 ou que je redescende à 3. Et ce plateau-là va avoir 2 impacts. Premièrement, il va changer la valeur de mes poissons, autant en termes d'argent qu'en termes de points de victoire. Fait que tant que je suis à 6 cartes regret ou moins, mes poissons qui sont de type fair, fait que les poissons qui sont pas maléfiques, qui sont pas étranges, comme mon requin, c'est toujours écrit sur la carte, vont valoir plus d'argent si je les vends et vont valoir plus de points de victoire en fin de partie. Fait que si je vais vendre ce poisson-là maintenant, il va me faire 6$ au lieu de 5 si je vais au port au prochain tour. Et si je le garde jusqu'à la fin de la partie et je suis encore ici sur la piste, mais il va me valoir 6 points au lieu de 5. L'autre chose que ça change, on l'a vu, de la même façon, ça change les poissons qui sont foul. Fait que si j'ai des poissons qui sont étranges, comme mon humain que j'ai pêché dans la mer, ben là, ici, il vaudrait 6, mais si je réussis à être de plus en plus fou, mais il va valoir de plus en plus cher et de plus en plus de points de victoire. À l'inverse, si je reviens tout à fait sain d'esprit, mais je me rends compte que c'est un petit peu spécial de pêcher un être humain, donc il va valoir moins de points de victoire ou moins d'argent si je veux aller le vendre. Fait que ça, c'est pour la piste de Madness. La dernière chose que ça change, j'en ai déjà parlé, ça change le nombre de dés que je peux garder dans ma zone
fresh à chaque fois que je fais une phase de refresh. Fait qu'à chaque début de tour, quand je lance mes dés puis je décide combien j'en garde, ben je peux garder ce nombre-là. Fait que plus je suis fou, plus je peux en garder, donc plus je peux aller pêcher des choses étranges. Et je rajoute sur la piste de folie que quand on atteint le dernier espace, en plus de tout ce que je viens de dire, on va avoir un rabais de 1 sur toutes les actions qu'on fait au port, parce qu'on est rendu quelqu'un qui intimide tout le monde, qui est vraiment méchant. Donc les gens y ont peur, fait qu'ils nous font des rabais. Un autre icône qui va revenir souvent, c'est les icônes qui affectent les dés. Fait que si j'ai ce petit icône-là, ça me permet de rafraîchir 2 dés. Fait que je pourrais regarder dans ma zone présentement et dire, ben tiens, je vais rafraîchir ces 2 dés-là. Fait que ça me permet de les récupérer dans ma zone comme ça, toujours en respectant ce que je peux avoir dans ma zone de fresh en même temps. Et celui-là me permet d'augmenter la valeur de dés. Fait que si je dis, lui, je mange ce poisson-là, ben je pourrais prendre 2 dés et augmenter leur valeur de 1. Fait que lui, je pourrais l'amener sur le 1, puis lui, je pourrais l'amener sur le 2, par exemple. Il y a des icônes qui vont nous demander de peak. Fait que peak, ça me permet de regarder la première carte de n'importe quel paquet, à moins qu'on me dise spécifiquement d'aller regarder sur une ligne et de regarder c'est quoi les effets de la carte et de la remettre là. Fait que je sais si je peux, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi d'aller pêcher là. Et il y a souvent l'icône d'argent qui revient, qui me permet de faire des sous. On a d'ailleurs un petit rappel sur notre carte d'aide-mémoire de tous les indices, de tous les icônes qu'on peut voir en cours de jeu. On a même certains poissons qu'au moment où des fois on les pêche, on les mange ou on les voit, vont nous demander de lancer la pièce. C'est ça, ce petit icône qui est là. Fait que si je décide de pêcher ce poisson-là, je vais faire 6 points, mais je vais lancer ce jeton-là. Si j'obtiens la tête de poisson comme ça ici, ben je vais avoir l'effet de tête de poisson qui me permet d'avoir 4$. Si j'obtiens par contre la queue de poisson, ben, je vais avoir le deuxième effet qui fait que tous les autres joueurs obtiennent 2$. Fait que ces poissons-là, c'est une petite couche de plus de push your luck. Il y a évidemment certaines actions gratuites qu'on peut faire pendant notre phase de pêche, un peu comme pendant notre phase de ville. Si on veut utiliser notre can of worms, on le tourne de côté. Ça nous permet de faire un pic, donc de regarder la première carte d'un deck et de la mettre sur le dessus ou en dessous du deck respectif. On peut utiliser notre life boat, fait qu'on peut utiliser notre bateau de sauvetage pour revenir en ville pendant la phase d'action, déclenchant tous les mêmes aspects que j'ai dit que quand on arrive en ville, fait que refresh worms, refresh n'importe quel dé, enlever des regrets. Par contre, lui, on tourne, il ne reviendra jamais et il va valoir pour 10 points en fin de partie en termes de regrets. Fait que ça peut faire mal si on décide de l'utiliser. Mais c'est une option qu'on a. Les petites cartes qu'on a comme ça, des fois, c'est des rabais en ville, mais des fois également, on peut les défausser pour avoir des rabais pour pêcher des poissons. Fait que si, par exemple, j'ai un rabais 2, c'est tout à fait cumulable. Fait que si, par exemple, j'ai ces deux-là ensemble, ben, je pourrais les dépenser pour avoir un rabais de 3 pour être capable de pêcher un gros poisson. Si jamais je le vois. La bouée de sauvetage s'utilise de la même façon qu'en ville. Fait que si c'est moi qui l'ai parce que le joueur qui avait la plus haute valeur me l'a donné, je peux la dépenser, dis-je, au moment où je pêche pour avoir un rabais de 2 sur mon action de pêche. J'ai déjà parlé du fait qu'on peut également manger des poissons, ça ne coûte pas d'action. Finalement, il y a ces objets-là desquels j'ai déjà parlé. Fait que les cannes à pêche vont me donner différents bonus passifs, réduire le coût d'un poisson. Lui, par exemple, il me permet de regarder les 3 premières cartes d'un paquet quand j'arrive pour pêcher, puis de décider laquelle des 3 je pige. Les moulinets vont me donner un pouvoir que je peux utiliser généralement une fois par dé, une fois par jour, dis-je. Fait que lui me permet de taper la carte pour dire ben je peux descendre d'une profondeur, d'un étage de profondeur sans que ça me coûte de dés. Et les supplies vont me donner un paquet d'effets variables. Fait qu'ici, je peux peak one column, fait que les 3 cartes d'une colonne. Je peux bouger mon bateau d'un étage. Je peux révéler 3 poissons sur le dessus de 3 piles de cartes de mon choix. Je peux gagner une carte regret, puis regarder les 3 cartes d'une rangée, ainsi de suite. Fait que toutes les cartes de supply, on voit qu'il y a un humour particulier sur les images, vont me donner accès à différents pouvoirs. Ça ne coûte jamais d'action utiliser ces cartes-là. J'ai juste besoin de défausser la carte. Et petite précision sur les dés qu'on achète en ville, quand on les utilise, peu importe la raison, je les ai utilisés pour pêcher ou pour changer d'étage, changer de profondeur alors que j'étais en mer, ces dés-là ne retourneront pas dans la zone spend s'ils sont utilisés, ils vont tout simplement retourner dans le sac. Fait que je vais avoir besoin de les racheter. Contrairement à mes dés qui sont à moi, que si je les utilise, ben, ils vont tout simplement aller dans la zone spent. Et quand on n'a plus de dés disponibles ou qu'on n'a plus d'action à faire en ville, ben on va passer.
Là, les autres joueurs, ça se peut qu'ils continuent à jouer pendant que nous autres, on a déjà passé. Pour chaque tour subséquent, fait que la première fois que je passe, il n'y a rien de particulier qui arrive, mais quand ça va revenir à moi que je vais avoir à passer de nouveau, parce que j'ai déjà passé, je ne peux pas revenir dans le jeu, je vais avoir deux options. Ma première option, je peux gagner gratuitement une de ces cartes-là, comme ça, qui va me donner des rabais en ville ou à la pêche. Ma deuxième option, c'est de regarder dans ma main présentement de regret et de défausser l'une des cartes de mon choix que je vais envoyer face cachée juste ici si je décide de la défausser. Et à chaque fois que ça revient à moi comme ça, mais je vais avoir cette option-là jusqu'à temps que tous les joueurs aient passé. Quand tous les joueurs ont passé, ça met fin au tour de jeu. La seule chose qui reste à faire, c'est que toutes les cartes qui ont été révélées, mais qui n'ont pas été pêchées, afin de garder le jeu frais, on va les défausser comme ça. Comme ça, au prochain tour de jeu, les cartes seront encore toutes cachées et on va avoir à réexplorer l'océan pour trouver les poissons. Et donc, on continue comme ça, en avançant d'un tour de jeu à l'autre, en tentant d'aller chercher des poissons. Fait qu'on se rappelle que phase de début de tour, on avance, on gagne le bonus qui est là. Ensuite, on va avoir la phase de refresh où on va décider, on prend combien de dés parmi ce qu'on a de spent, etc. On va en fait rouler tout ce qu'on a, dis-je. Et on va décider sur ces dés-là, on en place combien dans la phase, dans la zone fresh, en fonction de notre valeur maximum de dés qu'on peut avoir. Ici, je précise, je ne pense pas l'avoir dit avant, si on commençait parce qu'on arrivait en ville, par exemple, si on avait déjà des dés dans la zone fresh, quand on commence la phase refresh, on peut en rebrasser autant qu'on veut ou les garder. Fait que si j'étais comme ça, par exemple, je pourrais dire, je vais rebrasser lui, mais le 3, je vais le laisser là. Ensuite, je brasse le reste et je place ce que je peux en respectant ma limite. Quand on a fait ça, on fait notre phase d'intention. Fait qu'est-ce qu'on va aller en ville? Est-ce qu'on va aller en mer? On choisit notre équipement pour le tour de jeu et on commence une phase d'action. On va faire ça 6 tours de temps et à la fin du 6e tour de jeu, on va faire un décompte de points de victoire. Pour les décomptes de points, c'est extrêmement simple. Chaque joueur va tout simplement faire le cumul des points qu'il a en main. Fait qu'ici, j'aurai 6, 12, 13, 18, 21. Chaque joueur va également faire le décompte des cartes qu'il a réussi à placer. Fait qu'on se rappelle que pour pouvoir placer une carte en trophée, il faut être allé en ville et avoir pris l'action pour le faire. Fait que lui, il vaudrait 18 points au lieu d'en valoir 6. Ces points-là sont modifiés par notre table de folie. Fait que comme c'est un poisson qui est foul et que je suis dans la zone la plus bas, il vaut 8 au lieu de valoir 6, ce qui veut dire que x3, il vaut 24, qu'on voit à quel point ce fut intéressant. Même chose pour les poissons qui sont dans mes mains, ils sont tous modifiés par mon décret de folie, fait qu'eux autres, ils vaudraient tous moins 1, mais lui, il vaudrait plus 2. On va avoir, pour chaque 2$ qui nous reste en début de partie, on va faire 1 point de victoire. Mais, il y a un gros mais évidemment, on va aller regarder nos regrets qu'on a cumulés pendant la partie. Fait que moi, je termine avec une valeur de 3, 4, 5. Le joueur qui a la plus haute valeur de points de regret va avoir une pénalité. Là, la pénalité dépend du nombre de joueurs. Si je joue juste à 2, c'est le poisson qui a la plus basse valeur. Fait que si, par exemple, j'avais ça et ça comme ça ici, ça serait lui qui serait défaussé. Fait qu'on va défausser le poisson qui a la plus basse valeur. Pas la plus basse valeur après multiplicateur, la plus basse valeur avant multiplicateur. Et si on joue à 3 parties ou plus, c'est le poisson qui a la plus haute valeur. À 3 joueurs ou plus, dis-je, c'est le poisson qui a la plus haute valeur qui va être défaussé quand on va faire le décompte de nos points regrets. Fait que celui qui en a le plus défausserait son poisson qui vaut le plus cher, qui a la plus haute valeur, dis-je, sur la carte. Et ensuite, on fera un décompte des points de victoire. Le bris d'égalité, en cas d'égalité, celui qui a le moins de 4 regrets. Et on précise dans le livre de règles, je trouve ça très drôle, si jamais le bris d'égalité persiste, c'est juste une égalité, faut arrêter d'être compétitif, faut laisser aller. Donc, première chose, comme d'habitude, le matériel du jeu. Est-ce que tu as un jeu qui a un bon matériel? Tu as un jeu qui a un excellent matériel pour le prix du jeu. J'ai payé le jeu environ 55$ neuf. Pour l'instant, il est disponible juste en anglais. Je ne sais pas s'il va être disponible en français, mais il se trouve en boutique. Tu as des plateaux de très bonne qualité avec un visuel super intéressant. Si tu aimes l'espèce d'aspect goofy, cartoonish, humoristique, presque ça fait rire, là, qui
va être présenté sur les cartes. Chaque carte a un art visuel qui est unique. L'iconographie du jeu est extrêmement claire. C'est quelque chose qui est quand même assez gore, par exemple, je dois te prévenir. Il y a un bon niveau de violence, de trucs un peu repoussants que tu vas voir sur les cartes. Fait que si t'es un cœur sensible, peut-être que c'est pas quelque chose qui va te plaire. Mais on va vraiment chercher un visuel qui mélange l'espèce d'horreur Lovecraftienne avec quelque chose de humoristique. Ce que je trouve fort intéressant, c'est vraiment original le visuel. Toutes les composantes sont de super bonne qualité, les dés sont originaux de la façon dont sont faites, sont de bonne qualité, les jetons sont gros, efficaces. Tu as un plateau à double profondeur pour la piste de folie, ce qui permet aux dés de ne pas se sauver quand tu veux pas qu'ils se sauvent. Fait que le visuel, le nom des cartes, tu as des petits textes, pas narratifs, mais d'ambiance, si tu veux, sur les cartes ici, c'est super intéressant. Le matériel, t'as un bon insert dans la boîte, le livre de règles est bien fait. Le matériel, vraiment, là, c'est A+, c'est une des grandes forces du jeu. Certaines personnes vont être intéressées à jouer au jeu juste avec le look qu'il t'offre, c'est sûr et certain. Au niveau du gameplay, je vais tout de suite me vendre en disant que c'est un jeu, là, maintenant, j'étais à 4 ou 5 parties de jouer. J'ai joué principalement à 2 et à 3. J'ai joué une partie à 4. C'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant, très bon, avec un gros mais. Fait que je vais commencer avec là, ce que j'ai trouvé de très intéressant, de très bon. La structure du tour de jeu est assez simple, assez intuitive. Donc, tu prends, soit tu vas en ville, soit tu vas en mer. Quand tu vas en mer, tu vas faire ça principalement en ville. Tu vas essayer d'y aller 2 fois, mettons, dans toute la partie. Tu as 6 tours de jeu. Tu vas pas passer la moitié de tes tours à aller en ville, parce que quand tu vas en ville, tu pêches pas de poissons. Fait qu'au début de tes tours de jeu, tu lances tes dés, tu décides lesquels tu gardes de tes tours précédents si t'en restais, tu relances tes dés, puis là tu décides qu'est-ce que tu vas faire avec ça. J'ai des bonnes valeurs, je vais en profiter, je vais aller en mer, je vais dépenser mon dé de 0, de toute façon je fais rien que ça là, je vais descendre un étage, je flippe une carte, ce poisson-là est intéressant, je le pige, etc. Fait que le thème est super bien rendu, tu sais pas qu'est-ce que tu vas piger, tu flippes, c'est un coffre, tu touches ça, il y a de quoi d'étrange là-dedans, ça te donne un bonus pour plus tard, tu risques pas à rien piger, tu ramasses des petites cartes comme ça, de cochonneries que tu vas pouvoir utiliser pour aller chercher divers bonus plus tard. Fait que le jeu, il a un bon rythme, il est intéressant, t'as pas des grosses prises de décision. C'est principalement un jeu où tu vas tenter ta chance. Fait que tu regardes un deck, tu dis, je m'en vais là, tu flippes la cape, ok, parfait, juste ce que ça prend pour le PG, cool, j'ai pas ce que ça prend. En sachant que t'as quand même des paramètres que tu dois connaître et respecter quand tu t'en vas piger. Tu t'en vas pas piger dans le 3e étage un énorme poisson. Si tu sais qu'il te reste juste 2-3 de valeur de 2, tu seras jamais capable de le piger. Fait que mécaniquement, il est assez simple. Tu as un sentiment de progression à l'intérieur du jeu. Quand tu vas en ville, tu achètes des nouveaux équipements, des moulinets, des cannes qui te permettent d'aller plus profond, de jouer ton tour plus longtemps. Puis c'est surprenant comment tes 2 premiers tours de jeu, tu as juste 3 dés. Tu piges un poisson, 2 poissons, tu reviens, puis c'est terminé. Puis qu'en fin de partie, tu as plein de poissons dans ta main. Fait que là, je pige à tel endroit, là, je pogne un poisson, là, ok, je mange ce poisson-là, ça me permet de réactiver 2 de mes dés, fait que mon tour dure plus longtemps. Fait qu'après, je fais telle affaire, je défausse telle carte, ça me permet de réactiver un dé, là, je mange tel poisson, ça monte ces 3 dés-là de 1 chaque, fait que ça me permet de piger le gros poisson à 9, etc. C'est le fun comment tous les éléments du jeu se combinent ensemble pour faire des tours extrêmement puissants, efficaces, où tu ramasses plein de cartes, là, tes 2 derniers tours de jeu, tu vas ramasser une quantité astronomique de poissons. Fait que cet aspect-là, je l'ai trouvé super intéressant. Là, tu as le feeling de pêche monstrueuse avec des affaires weird qui se passent. J'aime l'aspect aussi thématique qui ont amené l'aspect Cthulhuesque, avec les espèces de cartes regret. Chaque carte regret, il n'y a pas juste une valeur, il y a un texte dessus où on te dit qu'est-ce que tu as fait de regrettable pour avoir ça. Fait que je me suis fait faire un tatou qui n'a pas d'allure. J'ai tué un oiseau. Je me suis jamais excusé de quelque chose que j'ai fait. C'est vraiment triste. Je le nommerai pas, ça se dit pas à la télé. Mais il y a plein de choses qui se passent d'étranges dans ces cartes-là. On te suggère même, à la fin de la partie, avec les 4, 5, 6 cartes regrets que tu as, d'essayer de tisser ta trame narrative. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça se passe à toi seulement. Fait que je trouve ça super intéressant. Je t'avais dit qu'il y avait un gros mais. Le gros mais, il est en 2 facteurs. Évidemment, comme c'est un jeu que tu tentes ta chance, c'est donc un jeu qui dépend beaucoup du hasard. Le premier tour de jeu, j'ai exactement 4 pour pêcher. Je flippe une carte, parfait. C'est un poisson qui coûte 4 à pêcher puis qui va me rapporter 6-7$. Mon deuxième tour de jeu est déjà excellent. Le premier tour de jeu, je pige une affaire qui me fait perdre un dé. Mon fil s'accroche dans une roche dans le fond de la mer. Je perds un dé pour rien, etc. Comme tu révèles des cartes puis tu appliques leurs effets, il y a une grande part de hasard.
combiné avec les dés que tu roules en début de partie, que si tu roules juste des 1, ben, tu seras pas capable de pêcher quelque chose de gros. Même si tu as beaucoup d'effets, mais plus en deuxième moitié du jeu, tu as beaucoup d'effets qui te permettent de manipuler tes dés, mais tu as ces effets-là plus tard dans le jeu. Fait que les débuts de partie, tu es vraiment prisonnier de ta chance, des cartes que tu revires, puis des chances que tu prends. Mais c'est typique d'un jeu où tu dois pousser ta chance souvent, fait que c'est pas la fin du monde, mais tu dois savoir que même si tu es le meilleur joueur stratège du monde, ce jeu-là va décider à ta place si c'est toi qui gagne ou non. La chance va avoir une plus grande part que les décisions que tu prends dans ta performance pour le jeu. Fait que si c'est quelque chose qui te déplaît, c'est probablement pas quelque chose sur lequel tu vas triper. 2, puis là je peux le dire en ayant joué à 2, à 3, à 4. À 3 et à 4, c'est un jeu qui est long. Pour ce que c'est. À 3 joueurs, on parle d'un bon 90 minutes. À 4 joueurs, on parle de plus de 2 heures. La partie que j'ai jouée, j'en ai joué juste une, mais toutes les parties que j'ai jouées à 3 ont été plus de 90 minutes. Ce qui est, on en conviendra, assez long pour un jeu de type mélange de chance puis de prendre des chances. Comme c'est un jeu qui n'a pas de grandes décisions stratégiques, de grands engins qui se bâtissent, qui va être efficace en fin de tour de jeu, j'ai trouvé que c'était un brin long pour ce qu'il t'offre. On dirait qu'après 4-5 tours de jeu, tu as comme fait le tour de ce que ta partie va t'amener. Par contre, le jeu t'offre un mode court. C'est vrai qu'il est beaucoup plus court. En t'enlevant un tour de jeu au complet, parce que si tu joues au mode court, c'est que tu commences au mardi. Fait que tous les petits bonus qui se déclenchent au début de chaque tour de jeu, ils se déclenchent plus rapidement. Au lieu de ne pas avoir de bonus à partir du deuxième tour, tu en as déjà dès le deuxième tour de jeu. Et tu joues un tour complet de moins. Évidemment, ça raccourcit quand même pas mal la partie. Je l'ai laissé à 2 puis à 3, puis c'est vrai que ça fait une bonne différence. Fait que moi, je te recommanderais probablement de jouer la version courte si tu joues à 3, puis de jouer peut-être la version normale si tu joues à 2. À 2, les parties que j'ai jouées, ça se jouait en dedans d'une heure, fait que ça a fonctionné. À 2, mais à 3, j'ai trouvé que ça s'étirait un petit peu trop dans le temps à mon goût. Et si je me fie à ce que j'ai vu dans les différentes vidéos, les commentaires en ligne, c'est quelque chose qui semblait revenir. Fait que ça n'a pas juste être l'air d'être moi qui ne sais pas comment l'expliquer. Donc voilà, fait que Deep Regrets, final, qu'est-ce que j'en pense? Du super beau matériel, un jeu drôle, très intéressant, mais tu dois y jouer parce que la thématique puis le type de jeu t'intéresse plus que parce que tu as envie de prendre des grandes décisions stratégiques. Si tu es un fan de Galaxy Cruise, puis d'Anachronie, puis de Hégémonie, ben ça, tu ne retrouveras rien de ça là-dedans. C'est un jeu à décision simple, beaucoup de chance, beaucoup d'hasard, mais qui est très agréable pour l'ambiance qu'il t'offre parce qu'il y a des moments vraiment drôles. Tu vas faire des coups bas aux autres, tu vas faire des coups chiens, tu vas te rappeler de choses qui se sont passées pendant la partie parce que là, tu as reviré une carte que tu as fait exprès de laisser là, puis une grosse vague ou un kraken qui vient attaquer tout le monde. Fait que c'est un jeu qui crée des beaux moments, mais c'est ça que tu dois viser, d'avoir du bon temps, pas des grandes décisions stratégiques. C'est un jeu qui repose sur le hasard plus que d'autres choses. En tout cas, dans toutes les parties que j'ai jouées jusqu'à maintenant, pas nécessairement celui qui a le mieux joué qui a gagné. Cela étant dit, si c'est pas encore fait, ben j'espère en fait que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Deep Regrets. Il vient d'avoir une nouvelle campagne pour l'extension, fait que c'est un jeu qui a eu un beau succès. Il y a certainement des super qualités, mais il est un peu long, puis il repose sur... faut que tu sois le type de personne qui va aimer ce type de jeu-là. Fait que donc, si c'est pas encore fait, moi, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, peut-être venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être toujours d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi quand tu vas pêcher des énormités et des absurdités dans la mer.